Quand mon fils Damien a décidé de s'installer dans le manoir de sa belle-mère millionnaire, Vivienne Sterling, sa femme, Camille, ou Camille comme elle préférait qu'on l'appelle, s'est empressée de le suivre, me laissant seule dans cette maison qu'elle avait toujours ouvertement méprisée. Je me souviens parfaitement de ses derniers mots avant qu'elle ne grimpe dans la luxueuse berline importée que Vivienne avait envoyée pour les chercher. Crève dans cette vieille bicoque poussiéreuse, vieille bique finie. Elle l'a crié si fort que les voisins sont sortis sur leurs pas de porte pour regarder. Damien n'a pas dit un mot. Il a simplement chargé les bagages et ils sont partis sans un regard en arrière. Je suis restée là, figée sur mon porche, les regardant s'éloigner vers la vie de grands domaines et de domestiques dont ils avaient rêvé. 3 mois entiers se sont écoulés sans un seul appel, pas un seul texto, comme si j'étais morte pour eux. Mais un jeudi après-midi, ils sont réapparus. Ils sont arrivés dans un VTC cabossé, traînant les mêmes valises qu'ils avaient emportées, pleines de grandes illusions, mais maintenant avec des expressions de défaite totale. Et quand j'ai ouvert la porte et que je les ai vus là, leurs yeux suppliant de les laisser entrer, je les ai accueillis d'une manière qui a laissé même Antoine, le chauffeur qui les avait amenés, complètement abasourdi. Car ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ces 3 mois sans eux ne m'avaient pas détruite. Ils m'avaient transformée en quelqu'un de totalement différent. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés à ce moment, je dois revenir au début. Je dois vous raconter comment était ma vie avant que tout ne s'effondre, avant que Camille ne déferle dans nos vies comme un ouragan d'ambition et de venin. Je m'appelle Éléonore et j'ai 64 ans. Cette maison où je vis, cette modeste demeure de 2 étages dans un quartier populaire de la banlieue nord de Lyon, est tout ce que je possède. Je l'ai achetée il y a 30 ans avec l'argent de l'assurance vie de mon mari. Il est mort quand Damien n'avait que 8 ans, dans un accident de chantier. Un jour, il est parti au travail comme d'habitude, et il n'est jamais rentré. Il m'a laissée seule avec un petit garçon, quelques dettes et ce chèque d'assurance que j'ai investi dans la seule chose qui pouvait nous donner une stabilité, notre propre toit. J'ai travaillé pendant 25 ans comme assistante administrative dans un cabinet comptable. Je ne gagnais pas beaucoup, mais c'était suffisant. J'ai élevé Damien seul. Je l'ai habillé, nourri, j'ai payé ses études, ses fournitures, ses rêves. Il n'a jamais manqué de rien, sauf peut-être d'un père. Mais j'ai essayé d'être les deux. J'ai travaillé d'arrache-pied, faisant des doubles journées quand c'était nécessaire. J'ai économisé chaque centime pour qu'il puisse aller à l'université. Et il y est allé. Il a étudié, a obtenu son diplôme d'ingénieur et a décroché un bon emploi. J'étais si fière. Je pensais que tous mes sacrifices avaient enfin porté leurs fruits. C'est alors que Camille est apparue. Il l'a rencontrée lors d'une conférence d'entreprise il y a 4 ans. Elle travaillait dans les relations publiques, toujours impeccablement habillée, toujours avec cet air de supériorité qui m'a mise mal à l'aise dès le premier instant. Quand Damien me l'a présentée, j'ai souri et je l'ai prise dans mes bras, comme je le fais avec tout le monde. Mais elle a à peine tendu la main, comme si me toucher risquait de la contaminer. J'aurais dû le voir à ce moment-là. J'aurais dû remarquer ce regard qui m'a balayé de la tête aux pieds, évaluant ma robe simple, mes chaussures usées et ma modeste demeure. Ils se sont mariés 6 mois plus tard. Ce fut un petit mariage car je n'avais pas les moyens pour quelque chose de grand, et Damien ne voulait pas que je m'endette. Camille a fait la tête toute la journée. Sa mère, Vivienne, n'est même pas venue. Elle a envoyé un cadeau coûteux et une note froide disant qu'elle était en voyage d'affaires en Europe. J'ai préparé le repas de mes propres mains. J'ai fait mon meilleur gratin dauphinois, des haricots verts persillades et un poulet rôti. Tout ce que je savais bien faire. Camille a à peine goûté une bouchée.
Je l'ai entendu dire à une cousine. On dirait de la bouffe de traiteur bas de gamme. Après le mariage, Damien et Camille ont emménagé avec moi. C'était temporaire, disait-il, juste le temps qu'ils économisent assez d'argent pour leur propre appartement. J'étais heureuse. Ma maison était de nouveau pleine. J'ai aménagé la chambre du haut, la plus grande, celle avec vue sur le petit jardin de derrière. J'ai mis des draps frais et des rideaux propres. Je pensais que nous allions être une famille. Quelle naïve j'étais. Dès le premier soir, Camille a commencé avec ses commentaires. La maison sentait le renfermer. Les murs avaient besoin d'un coup de peinture. La salle de bain était trop petite. Les meubles du salon semblaient des sorties d'une décharge. Chaque jour, elle trouvait quelque chose de nouveau à critiquer. Au début, Damian la défendait avec des rires nerveux, disant qu'elle était juste habituée à autre chose et que je devais comprendre. Et je comprenais, ou du moins, j'essayais. J'avalais mes mots et mes larmes, et je continuais à cuisiner, à nettoyer, essayant de les mettre à l'aise. Les mois ont passé, et les choses ont empiré. Camille a cessé de manger ma nourriture. Elle disait que c'était trop gras, trop lourd, trop populaire. Elle a commencé à commander de la nourriture dans des restaurants chers et laissait traîner les emballages vides pour que je les ramasse. Elle invitait ses amis et s'excusait pour l'endroit humble où il devait vivre temporairement. Damien devenait de plus en plus silencieux. Il rentrait tard du travail et s'enfermait dans la chambre avec elle. Je les entendais se disputer. Camille pleurait, disant qu'elle ne supportait plus de vivre comme ça, que sa mère avait raison et qu'elle méritait mieux. C'est alors que Vivienne a commencé à nous rendre visite. Visiter n'est pas le bon mot. Inspecter serait plus exact. Elle arrivait dans sa voiture importée avec chauffeur, habillée comme si elle se rendait à un gala. Elle entrait dans ma maison, regardant tout avec un dégoût à peine dissimulé. Elle s'asseyait sur le bord du canapé comme si elle craignait d'attraper la pauvreté, et elle parlait. Mon Dieu, comme elle parlait. Elle disait à Damien qu'il avait du potentiel, qu'il s'était construit une belle carrière malgré ses origines modestes et qu'avec les bonnes relations, il pourrait aller loin. Et puis, elle me regardait et souriait, un sourire froid qui n'atteignait pas ses yeux. « Éléonore, disait-elle, c'est admirable que vous ayez fait tout ce que vous pouviez avec si peu. Tout le monde n'a pas la chance de naître dans une bonne situation. » Je serrais les poings sous la table et je souriais. J'ai toujours souri pour Damien, parce que je ne voulais pas causer de problème, parce que je pensais que si j'étais patiente, si j'étais gentille, finalement Camille et sa mère verraient que je ne voulais que le meilleur pour mon fils. Quelle idiote j'étais! La gentillesse ne fonctionne pas avec des gens comme ça. Ils voient la gentillesse comme une faiblesse, et ils attaquent la faiblesse comme les requins attaquent le sang dans l'eau. Tout a basculé un vendredi soir. Vivienne est venue dîner. J'avais tout préparé avec soin. J'avais nettoyé la maison jusqu'à ce qu'elle brille. J'avais mis des fleurs fraîches sur la table. Camille m'avait à peine parlé de la semaine. Mais ce soir-là, elle semblait particulièrement animée. Pendant le dîner, Vivienne a parlé de son domaine, de ses voyages et des opportunités qu'elle pourrait offrir à Damien s'il était juste au bon endroit. Et puis, elle l'a dit. « Damien, mon garçon, pourquoi ne viendrais-tu pas vivre avec moi? J'ai une aile entière de la maison que je n'utilise pas. 3 chambres, 2 salles de bain, un balcon privé. Camille y serait si heureuse et tu pourrais te concentrer sur ta carrière sans... » Elle a fait une pause et m'a regardé directement. Sans souci inutile. Le silence qui a suivi était assourdissant. Damian regardait son assiette. Les yeux de Camille brillaient d'excitation, et j'ai senti mon cœur se briser en 1000 morceaux. Mais j'ai quand même souri. Damien doit décider ce qui est le mieux pour lui.
ai-je dit, ma voix basse, alors que je hurlais à l'intérieur. Et il a décidé. Bien sûr, il a décidé. Une semaine plus tard, ils emballaient leurs affaires. La semaine qui s'est écoulée entre l'offre de Vivienne et le jour du déménagement a été une lente torture. Damien me parlait à peine. Quand j'essayais d'engager la conversation, il détournait le regard et marmonnait quelque chose sur le fait d'être occupé. Camille, en revanche, était radieuse. Elle se promenait dans la maison comme si elle n'y appartenait plus, comme si chaque seconde passée ici était une insulte à sa nouvelle position. Je l'entendais au téléphone, avec ses amis se vanter du manoir, des jardins, de la piscine chauffée. Elle n'a jamais mentionné mon existence. C'était comme si les 2 dernières années avaient été effacées de sa mémoire. J'ai essayé de parler à Damien une dernière fois. C'était 2 nuits avant le déménagement. Je l'ai trouvé seul dans la cuisine, en train de se servir un verre d'eau. Je me suis approchée prudemment, comme on approche un animal effarouché. « Mon fils, es-tu sûr de cela ?» ai-je demandé doucement. « C'est ta maison. Ce sera toujours ta maison. » Il a posé le verre sur le comptoir, plus fort que nécessaire. « Maman, je ne suis plus un enfant. Je dois construire ma propre vie. Camille n'est pas heureuse ici. » « Et toi ?» Il n'a pas répondu. Il a juste quitté la cuisine, me laissant là avec mes mots en suspens. Ce fut la dernière vraie conversation que nous ayons eue avant son départ. Le jour du déménagement, un petit camion de location est arrivé. Il n'avait pas beaucoup de choses. La plupart des meubles étaient les miens, mais Camille s'est assurée de prendre chaque cadeau que je leur avais jamais fait, chaque photo où ils apparaissaient seuls, comme si elle voulait effacer toute trace de leur passage dans cette maison. Je les ai aidés à charger les cartons. Damien évitait de me regarder dans les yeux. Camille supervisait tout avec ce sourire triomphant qui me faisait tant de mal à voir. Quand ils ont fini de charger, Vivienne est arrivée dans sa voiture de luxe. Elle n'est même pas sortie. Elle a klaxonné 2 fois comme pour appeler des chiens. Camille a pratiquement couru vers la voiture. Damien a porté les dernières valises et m'a finalement regardée. Pendant une seconde, juste une seconde, j'ai vu quelque chose dans ses yeux. De la culpabilité, du regret. Mais ensuite, Camille l'a appelé depuis la voiture et le moment s'est évanoui. « Prends soin de toi, maman », a-t-il dit rapidement et il s'est détourné. « Damien, attends », ai-je appelé, mais il marchait déjà vers la voiture. Camille a baissé la vitre. Elle avait cette expression sur son visage, ce mélange de mépris et de victoire que j'avais appris à haïr. Et puis, elle l'a dit. Elle a crié ces mots qui allaient être gravés dans mon âme comme un fer rouge. Crève dans cette vieille bicoque poussiéreuse, vieille bique finie. On va vivre la belle vie, pas comme des rats dans ce trou immonde. Les voisins sont sortis. Madame Carole Dubois, de la maison d'à côté. Monsieur François Pelletier d'en face. Tout le monde a entendu. Tout le monde a vu mon humiliation. Damien est monté dans la voiture sans dire un mot, sans me défendre, sans même se retourner pour regarder. Vivienne a démarré le moteur et ils sont partis. Juste comme ça. Je suis restée là sur le trottoir, avec tous mes voisins qui me regardaient avec pitié, sentant les larmes commencer enfin à couler sur mes joues. Madame Dubois s'est approchée et m'a serrée dans ses bras. « Oh, Éléonore, cette femme est impardonnable, et ton fils devrait avoir honte. » Mais je ne voulais pas de réconfort. Je ne voulais pas de pitié. Je suis rentrée et j'ai fermé la porte. La maison était terriblement silencieuse. Pour la première fois depuis des années, j'étais complètement seule. Je me suis assise sur le canapé, ce vieux canapé que Camille avait tant critiqué. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré pendant des heures. J'ai pleuré pour mon fils,
qui avait choisi une vie de luxe plutôt que sa propre mère. J'ai pleuré pour les années que j'avais consacrées à l'élever, à me sacrifier pour lui, pour qu'il m'abandonne de cette façon. J'ai pleuré pour l'humiliation publique. J'ai pleuré pour tout. Les jours ont passé et se sont transformés en semaines. Au début, je vérifiais mon téléphone constamment, attendant un appel, un texto, quelque chose. Mais rien n'est jamais venu. Damien n'a pas appelé une seule fois. C'était comme si j'étais morte pour lui. Les voisins me regardaient avec tristesse quand je sortais. Certains m'apportaient de la nourriture, comme si j'étais en deuil. Et je suppose que je l'étais. Je portais le deuil du fils que j'avais perdu. Pas à la mort, mais à quelque chose de pire. L'ambition et l'ingratitude. Une nuit, alors que j'étais éveillée, incapable de dormir, j'ai entendu des bruits dehors. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre et j'ai vu un groupe de jeunes taguer quelque chose sur le mur de ma maison. Le lendemain, j'ai découvert qu'ils avaient écrit « La maison de la femme abandonnée ». Quelqu'un dans le quartier, probablement un ami d'un voisin bavard, avait répandu l'histoire. Maintenant, j'étais le spectacle du quartier, la femme pathétique dont le fils l'avait quittée pour une vie meilleure. J'ai nettoyé le mur moi-même. Cela m'a pris 3 heures et 2 seaux d'eau savonneuse. Madame Dubois est venue pour m'aider, mais je lui ai dit non. Je devais le faire seule. À chaque coup de brosse, je sentais quelque chose en moi changer. La tristesse commençait à se transformer en quelque chose de différent, quelque chose de plus dur, de plus fort. Cette nuit-là, pour la première fois en 1 mois, je n'ai pas pleuré. Je me suis assise dans ma cuisine avec une tasse de café et j'ai regardé autour de moi. J'ai vraiment regardé. Camille avait eu raison sur une chose. La maison avait besoin de réparation. Les murs étaient défraîchis. Les meubles étaient vieux. Le jardin était négligé. Mais pas parce que j'étais pauvre ou misérable, comme elle l'avait prétendu, mais parce que j'avais consacré chaque centime et chaque minute à prendre soin de Damien. J'avais oublié de prendre soin de moi. J'avais oublié de prendre soin de mon propre espace. J'ai ouvert un carnet et j'ai commencé à faire une liste. Peinture pour les murs, réparation du robinet qui fuit dans la salle de bain, changement des rideaux, remise en état du jardin. Chaque chose que Camille avait critiquée, j'allais l'améliorer. Mais pas pour elle, pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais pour moi, parce que c'était ma maison, mon foyer, et que je méritais de vivre dans un bel endroit. Le lendemain, j'ai retiré mes économies. Ce n'était pas grand-chose. J'avais presque tout dépensé pour le mariage de Damien et pour les aider pendant qu'ils vivaient avec moi. Mais il me restait environ 3 000 € de côté pour les urgences. Et c'était une urgence, non pas d'argent, mais de dignité. Je suis allée au magasin de bricolage et j'ai acheté de la peinture. Crème pour le salon, vert clair pour la cuisine, un ton jaune doux pour ma chambre. L'employé, un jeune homme nommé Marc Rousseau, m'a aidé à tout charger dans un taxi. « Vous allez peindre seule, madame ?» a-t-il demandé avec inquiétude. « Oui », ai-je répondu, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai souri. « Je vais peindre seule. » J'ai commencé le même après-midi. J'ai déplacé les meubles, j'ai tout couvert de vieux journaux et je me suis mise au travail. Je n'avais jamais peint une maison de ma vie, mais j'ai appris vite. Le premier jour a été un désastre. Je me suis couverte de peinture. J'ai taché le sol, un rideau, mais je n'ai pas abandonné. J'ai continué et quelque chose d'étrange s'est produit. À chaque coup de pinceau, à chaque mur qui changeait de couleur, j'avais l'impression de peindre par-dessus ma douleur. Je recouvrais le passé avec quelque chose de nouveau, quelque chose que je créais. Madame Dubois venait me voir tous les jours.
Éléonore, tu te tues à travailler comme ça. Tu devrais engager quelqu'un. Mais je ne voulais engager personne. Je devais le faire de mes propres mains. J'avais besoin de sentir que j'avais le contrôle sur quelque chose dans ma vie. Pendant 2 semaines, j'ai peint. J'avais mal au dos. Mes bras me faisaient mal. Mais je n'ai pas arrêté. Et quand j'ai fini le salon et que j'ai vu ces murs propres et frais, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois, de la fierté. Mais il y avait encore quelque chose qui me rongeait. Une question qui ne me laissait pas dormir. Comment allait Damien? Était-il heureux dans ce manoir? Pensait-il parfois à moi? Une partie de moi, la partie maternelle qui ne meurt jamais, s'inquiétait encore pour lui. Il lui manquait encore, et cela me faisait me sentir faible et stupide. Puis, je me suis souvenu de quelque chose. Yasmina Alami, mon amie Yasmina du bureau où j'avais travaillé tant d'années. Elle était devenue avocate après avoir étudié le soir pendant des années. Nous ne nous étions pas beaucoup vus ces derniers temps, mais nous étions de bonnes amies. Peut-être qu'elle pourrait m'aider à comprendre mes options. Pas pour poursuivre Damien. Je ne ferai jamais ça, mais peut-être pour me protéger, pour m'assurer que cette maison, la seule chose que j'avais, resterait la mienne. Je l'ai appelée. Sa voix au téléphone semblait surprise, mais heureuse. « Éléonore, ça fait si longtemps. Comment vas-tu » Et pour la première fois, j'ai été honnête. « Pas très bien, Yasmina. J'ai besoin de te parler. On peut se voir ?» Nous avons convenu de nous retrouver le lendemain dans un café près de son bureau. Je ne savais pas alors que cet appel allait tout changer. Le café où j'ai retrouvé Yasmina était un petit endroit confortable, très différent des restaurants élégants que Camille devait probablement fréquenter maintenant. Je suis arrivée avec un quart d'heure d'avance, nerveuse, ne sachant pas exactement ce que j'allais lui dire. Quand Yasmina est entrée, j'ai été surprise de la voir si changée. Elle n'était plus la secrétaire timide dont je me souvenais. Maintenant, elle marchait avec assurance, portait des tailleurs élégants et un porte-documents en cuir. Elle était devenue quelqu'un d'important. Je me sentais petite à côté d'elle, mais quand elle m'a vue, son visage s'est illuminé de ce sourire chaleureux dont je me souvenais. Elle m'a serré fort dans ses bras, et dans cette étreinte, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Une véritable acceptation. « Éléonore, raconte-moi tout », a-t-elle dit en s'asseyant. Et je lui ai tout raconté, depuis le moment où Damien a rencontré Camille jusqu'au jour de leur déménagement. Je lui ai parlé des humiliations, du mépris de Vivienne, des mots cruels que Camille m'avait criés devant tous les voisins. Je lui ai parlé des nuits que j'avais passées sans sommeil, me demandant ce que j'avais fait de mal en tant que mère. Yasmina a écouté en silence, mais j'ai vu son expression se durcir à chaque détail. Quand j'ai eu fini, elle a pris ma main sur la table. « Éléonore, ce qu'ils t'ont fait est innommable, mais je dois te poser une question importante. La maison où tu vis, à quel nom est-elle » ? « Au mien » ai-je répondu. « Je l'ai achetée avec l'assurance vie de mon mari il y a 30 ans. Tout est à mon nom. » Yasmina a hoché la tête, pensive. « C'est bien, très bien. Est-ce que Damien a un document qui le crédite comme copropriétaire ? » Non, nous n'avons jamais rien fait de tel. Pourquoi ? Tu penses qu'il essaierait de me prendre ma maison ? Avec des gens comme cette belle-mère millionnaire, on ne sait jamais. Mais il y a autre chose de plus important que je veux que tu comprennes, Éléonore. Ce que Damien a fait, t'abandonner comme ça sans fournir aucune sorte de soutien, pourrait techniquement être considéré comme un abandon de personne âgée. Tu as 64 ans. Si tu le voulais, tu pourrais engager une action en justice. Je me suis figée. Poursuivre mon propre fils.
Non, Yasmina. Je ne ferai jamais ça. Je ne te dis pas de le faire. Je veux juste que tu saches que tu as des droits, que tu n'es pas sans défense. Damien a des obligations envers toi, légales et morales, qu'il a choisi d'ignorer. Garde chaque texto. Documente chaque appel, ou plutôt, leur absence. Documente tout. Non pas parce que tu vas l'utiliser, mais parce qu'on ne sait jamais quand on pourrait en avoir besoin. Ces mots ont résonné dans ma tête pendant des jours. J'avais des droits. Je n'étais pas sans défense. C'était un concept si simple et pourtant si puissant. Toute ma vie, j'avais été celle qui se sacrifiait, celle qui donnait, celle qui se faisait petite pour que les autres puissent briller. Mais il n'était pas nécessaire que ce soit encore comme ça. Les jours se sont transformés en semaines et les semaines en 2 mois. J'ai continué à travailler sur la maison. Après la peinture, j'ai réparé le robinet qui fuyait dans la salle de bain. J'ai engagé Marc, le jeune homme du magasin de bricolage, pour m'aider avec les choses que je ne pouvais pas faire seule. Il s'est avéré être un jeune homme travailleur et honnête. Il m'a facturé un prix juste et a fait un excellent travail. Nous avons arrangé le jardin ensemble, plantant de nouvelles fleurs et réparant la clôture. J'ai remplacé les vieux rideaux par des neufs d'une couleur beige clair qui laissaient entrer plus de lumière. J'ai acheté des plantes pour le salon. Petit à petit, ma maison se transformait et je me transformais aussi. J'avais perdu du poids avec tout ce travail physique. Ma peau avait plus de couleurs à force de passer du temps dans le jardin. Mais le plus grand changement n'était pas physique. Il était interne. Quelque chose dans mon regard avait changé. Je n'étais plus la femme effrayée et blessée qui pleurait chaque nuit. Je devenais quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui n'avait besoin de l'approbation de personne pour se sentir valable. Un après-midi, alors que j'arrosais les plantes du jardin, j'ai entendu mon téléphone sonner. C'était un numéro inconnu. Pendant un instant, j'ai pensé ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à prendre l'appel. « Maman !» La voix de Damien semblait étrange, tendue, presque désespérée. Mon cœur a bondi. Après presque 3 mois de silence absolu, il appelait enfin. « Damien, ça va ?»« Oui, ça va. Écoute, maman, j'ai besoin de te demander une faveur. C'est important. » Une faveur ? Pas de « tu me manques », pas de « je suis désolée de ne pas avoir appelé », pas de « comment vas-tu ?» Juste une faveur. « De quoi as-tu besoin ?» Ma voix semblait plus froide que je ne le voulais. « J'ai besoin que tu me prêtes de l'argent. C'est 5 000 €. J'en ai besoin de toute urgence. Je te jure que je te rembourserai dans 2 mois. » Je suis restée silencieuse. 5 000 €. J'avais exactement 200 € sur mon compte en banque. C'était toutes mes économies. Ce qui restait après l'achat des matériaux pour réparer la maison. C'était mon coussin de sécurité, ma tranquillité d'esprit. « Pourquoi as-tu besoin de cet argent, Damien ?» Il a hésité. « Ce sont des dépenses, des choses qui sont apparues. Je ne peux pas t'expliquer maintenant, mais j'en ai vraiment besoin. » Des dépenses ? Tu ne vis pas dans un manoir avec ta belle-mère millionnaire ? Quel genre de dépenses peux-tu bien avoir ? Maman, s'il te plaît, ne commence pas. Est-ce que tu vas m'aider ou non ? La froideur dans sa voix faisait plus mal que n'importe quel cri de Camille. C'était mon fils, le garçon que j'avais élevé, qui me parlait comme si j'étais une banque, une ressource à exploiter. Damien, je ne t'ai pas vu depuis 3 mois. Tu n'as pas appelé une seule fois pour savoir si j'étais vivante ou morte. Et maintenant, tu appelles pour demander de l'argent. Tu t'attends vraiment à ce que je dise oui ? Je savais que tu allais réagir comme ça. Tu es toujours la même, toujours à jouer la victime. Écoute, si tu ne veux pas m'aider, dis-le simplement. Quelque chose en moi s'est brisé à ce moment-là,
mais ce n'était pas de tristesse. C'était de lucidité. J'ai enfin vu mon fils pour ce qu'il était devenu. Un homme égoïste qui ne me cherchait que lorsqu'il avait besoin de moi. Non, Damien, je ne te prêterai pas l'argent. Le silence à l'autre bout du fil a été long. Puis, j'ai entendu Camille, en arrière-plan, crier quelque chose que je n'ai pas pu comprendre. Damien a soupiré de frustration. Bien, parfait. Je savais déjà que je ne pouvais pas compter sur toi. Au revoir, maman. Et il a raccroché, juste comme ça. Je suis restée là, dans le jardin, le téléphone à la main, ressentant un étrange mélange de douleur et de libération. J'avais dit non. Pour la première fois de ma vie, j'avais dit non à mon fils. Et même si ça faisait mal, ça semblait aussi juste. Cette nuit-là, j'ai appelé Yasmina et je lui ai parlé de l'appel. Elle a poussé un léger sifflement. 5 000 €. Éléonore, il se passe quelque chose dans ce manoir. Les millionnaires n'empruntent pas 5 000 € à moins qu'il y ait de sérieux problèmes. Tu crois? J'en suis sûre. Écoute, j'ai quelques contacts. Laisse-moi faire quelques recherches sur Vivienne, la belle-mère. Parfois, il est bon de savoir avec qui ton fils a affaire. Je ne savais pas quoi en penser. Une partie de moi ne voulait pas savoir. Une partie de moi voulait juste continuer ma vie. Oublier Damien et sa nouvelle famille. Mais une autre partie, celle qui était encore une mère, avait besoin de savoir qu'il allait bien. Même s'il m'avait abandonné, même s'il m'avait utilisé, il était toujours mon fils. Yasmina m'a appelé 1 semaine plus tard. Sa voix semblait sérieuse. Éléonore, nous devons nous parler en personne. Peux-tu venir à mon bureau demain? Quand je suis arrivée à son bureau le lendemain, Yasmina avait un dossier sur son bureau. Je me suis assise et elle me l'a tendu. J'ai trouvé des choses intéressantes sur Vivienne. Pour commencer, son manoir n'est pas à elle. Elle le loue. Et selon mes sources, elle est en retard sur les paiements. J'ai aussi découvert que sa prétendue entreprise d'importation est profondément dans le rouge. Elle vit sur les apparences, Éléonore, sur de la pure poudre aux yeux. Je fixais les papiers, incapable d'y croire. Mais la voiture de luxe, les vêtements, tout est loué ou à crédit. Vivienne est endettée jusqu'au cou. Et il y a plus. Apparemment, elle fait payer un loyer à Damien et Camille. Elle leur facture la chambre, la nourriture, tout. Ton fils ne vit pas gratuitement dans un manoir. Il paie pour ce privilège. Et il semble que Vivienne leur soutire chaque centime qu'elle peut. J'ai ressenti un mélange d'émotions. Satisfaction, parce que Camille ne vivait pas le conte de fées qu'elle avait imaginé. Mais aussi inquiétude. Damien était mon fils, après tout. Même s'il m'avait abandonnée, je ne voulais pas qu'il souffre. Que dois-je faire de ces informations? Ai-je demandé. Yasmina a haussé les épaules. Rien pour l'instant. Garde-les simplement. Quelque chose me dit que tu en auras bientôt besoin. Et elle avait raison. Car 2 semaines plus tard, un jeudi après-midi pluvieux, on a sonné à ma porte. Et quand j'ai ouvert, ils étaient là. Damien et Camille, avec leurs valises et leurs visages de défaite, me suppliant silencieusement de les laisser entrer. Et Antoine, le chauffeur du VTC qui les avait amenés, regardant toute la scène avec de grands yeux. Mais je n'étais plus la même femme qu'ils avaient laissée derrière eux. Et ce que j'allais faire allait laisser tout le monde sans voix. Quand j'ai ouvert la porte et que j'ai vu Damien et Camille debout, leurs valises trempées par la pluie, le temps a semblé s'arrêter. Exactement 3 mois et 2 semaines s'étaient écoulés depuis la dernière fois que je les avais vus. 3 mois et 2 semaines depuis que Camille m'avait hurlé ces mots cruels devant tout le quartier. Et maintenant, ils étaient là, à ma porte, portant les mêmes vêtements chers qu'à leur départ, mais maintenant froissés et tachés.
Camille n'avait plus cette expression de supériorité. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Damienne n'arrivait pas à me regarder directement. Antoine, le chauffeur, déchargeait d'autres valises de la voiture. J'ai reconnu ces valises. C'étaient les mêmes avec lesquelles ils étaient partis, mais maintenant, elles semblaient abîmées, rayées, comme si elles avaient été jetées sans ménagement. Maman. Damien a finalement parlé. Sa voix semblait brisée. On a besoin de te parler. Est-ce qu'on peut entrer? Je n'ai pas bougé. Je suis restée là, dans l'embrasure de la porte, à les regarder. Camille était enveloppée dans un pull fin qui n'était manifestement pas suffisant pour la pluie. Elle tremblait. Mais je ne savais pas si c'était de froid ou d'autre chose. J'ai remarqué qu'elle portait la même robe verte que le jour du déménagement. Cette robe, qui avait sûrement coûté plus que ce que je gagnais en un mois, était maintenant sale à l'ourlet. « Parler ?» ai-je répété lentement. « Comme c'est intéressant. Il y a 3 mois, vous ne vouliez pas parler. Il y a 3 mois, vous vouliez seulement aller vivre votre vie de luxe et me laisser crever dans ma vieille bicoque poussiéreuse, vieille bique finie. N'étaient-ce pas les mots que tu as utilisés, Camille ?» Camille a tressailli. Pour la première fois depuis que je la connaissais, je l'ai vue sans voix. Elle a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Damien a fait un pas en avant. « Maman, s'il te plaît, on a fait une erreur. Une énorme erreur. Vivienne, les choses ne se sont pas passées comme on l'espérait. » « Pas passées comme vous l'espériez ?» Ma voix semblait plus dure qu'elle ne l'avait jamais été. « Qu'est-ce qui ne s'est pas passé comme vous l'espériez? Le manoir n'était pas assez grand? La nourriture n'était pas assez chère? Ou peut-être que Vivienne ne s'est pas avérée aussi généreuse que vous le pensiez. » Antoine a fini de décharger les valises et s'est approché. « Madame, ça fera 120 € pour la course ?» Damien a pâli. « Je n'ai pas d'espèces sur moi. Vous acceptez un virement? L'application ne fonctionne pas avec cette pluie. J'ai besoin d'espèces. » Il y eut un silence gêné. Damien a fouillé ses poches. Camille a ouvert son sac à main et en a sorti un billet de 50 € froissé. À eux deux, ils ont réussi à rassembler 115 €. Il leur manquait 5 €. J'ai regardé la scène sans dire un mot. C'étaient les 2 mêmes personnes qui, quelques mois plus tôt, étaient parties dans une voiture de luxe, se vantant de leur nouvelle vie, et maintenant, elles ne pouvaient pas payer un taxi. Antoine me regardait avec attente. Il savait ce qui l'attendait. Que moi, la bonne mère pleine d'abnégation, je sorte les 5 € manquants et que je règle le problème comme je l'avais toujours fait. Mais je me suis contentée de croiser les bras. « Je suis désolée, Antoine. Je n'ai pas commandé ce taxi. » Les yeux de Damien se sont écarquillés de surprise. Camille semblait au bord des larmes. Antoine a soupiré de frustration. « Écoutez les gens, j'ai besoin d'être payé. J'ai une famille à nourrir. »« On vous paiera ?» a dit Damien désespérément. « Donnez-moi 2 jours et je vous vire tout, pour boire inclus. Je le jure. » Antoine n'avait pas l'air convaincu, mais il a finalement accepté les 115 €. 2 jours. Si je n'ai pas le reste, je devrais le signaler. Il est remonté dans sa voiture, en marmonnant quelque chose sur les clients problématiques, et il est parti, nous laissant tous les 3 là, sous la pluie qui commençait à tomber à verse. Damien a ramassé une valise. « Maman, s'il te plaît, on est trempé. On peut entrer ?» J'ai regardé derrière moi, ma maison propre, fraîchement peinte, mon sanctuaire que j'avais bâti de mes propres mains au cours des 3 derniers mois, l'endroit où j'avais enfin trouvé la paix après des années à être rabaissée et utilisée. Et puis, j'ai regardé mon fils et sa femme, là, attendant que je fasse ce que j'avais toujours fait, me sacrifier pour eux.
Non, ai-je simplement dit. Le silence qui a suivi était absolu. Même la pluie semblait s'être arrêtée une seconde. Damian m'a regardé comme s'il n'avait pas compris le mot. Quoi? J'ai dit non. Vous ne pouvez pas entrer dans ma maison. Camille a laissé échapper un sanglot. Éléonore, s'il te plaît. On n'a nulle part où aller. Vivienne nous a mis dehors. Elle nous a jetés sans argent, sans rien. On dort dans un motel miteux depuis 4 jours, mais on n'a plus d'argent. S'il te plaît, juste pour cette nuit. Juste pour cette nuit, ai-je répété. Comme lorsque vous avez emménagé chez moi temporairement pour quelques mois. Et ces mois se sont transformés en presque 2 ans. Comme lorsque vous m'avez fait sentir chaque jour de ces 2 ans que ma maison était un taudis indigne. Comme lorsque tu invitais tes amis et que tu t'excusais pour l'endroit humble où vous deviez vivre. J'avais tort. Je suis désolée. Vraiment, je suis désolée. Les larmes de Camille coulaient sur ses joues, se mélangeant à la pluie. Tu sais ce qui est triste, Camille? C'est que je te crois. Je crois que tu es désolée. Mais tu n'es pas désolée de m'avoir traitée comme de la merde. Tu es désolée d'être maintenant dans la position où j'étais. Tu es désolée pour ta propre chute, pas pour ma douleur. Damien a laissé tomber sa valise. Maman, je suis ton fils. Vas-tu vraiment me laisser à la rue? Ces maudits mots conçus pour me faire sentir coupable, pour activer cet instinct maternel qu'il savait encore vivre en moi. Et oui, je l'ai senti. J'ai senti ce pincement au cœur, cette envie d'ouvrir la porte et de les laisser entrer. Mais je me suis aussi souvenu de quelque chose. Je me suis souvenu des mots de Yasmina. Tu as des droits. Tu n'es pas sans défense. Je me suis souvenu des nuits passées à pleurer, à me demander ce que j'avais fait de mal. Je me suis souvenu de l'humiliation publique, du graffiti sur mon mur, des regards de pitié des voisins. Damien, quand tu es parti il y a 3 mois, c'est toi qui m'as laissé. Ai-je contré, pas l'inverse. Tu as choisi un manoir et de l'argent, plutôt que ta propre mère. Tu t'es tue quand ta femme m'a insulté devant tout le quartier. Tu n'as pas appelé une seule fois en 3 mois pour savoir si j'étais vivante ou morte. La seule fois où tu as appelé, c'était pour me demander 5 000 €. Et quand j'ai dit non, tu m'as raccroché au nez. Alors, non, je ne te laisse pas à la rue. C'est toi qui t'y es mis. Mais, maman? Pas de mais, Damien. Pendant 3 mois, j'ai réparé cette maison. Tu vois les murs? Je les ai peints moi-même. Tu vois le jardin? Je l'ai planté moi-même. Cette maison n'est plus l'endroit que vous avez quitté. C'est mon foyer, mon sanctuaire. Et vous deux n'y êtes plus les bienvenus. Camille est tombée à genoux sur le trottoir mouillé. S'il te plaît, Éléonore, je t'en supplie. Ne nous fais pas ça. On a fait une terrible erreur. Je le sais, mais on a besoin de toi. Vous avez besoin de moi, ai-je répété amèrement. Maintenant, vous avez besoin de moi. Quand vous aviez un manoir, vous n'aviez pas besoin de moi. Quand vous aviez de l'argent, vous n'aviez pas besoin de moi. Vous n'avez besoin de moi que lorsque vous n'avez plus personne d'autre. Madame Dubois était sortie de sa maison avec un parapluie. Elle se tenait dans son jardin et regardait. Monsieur Pelletier était également sorti. Les mêmes voisins qui, 3 mois plus tôt, avaient été témoins de mon humiliation, assistaient maintenant à ceci. Mais cette fois, je n'étais pas l'humiliée. Cette fois, c'était moi qui avais le pouvoir. Damienne a passé ses mains dans ses cheveux mouillés. D'accord, je comprends. On t'a maltraité. On a été ingrat. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu veux qu'on s'agenouille pour te demander pardon 1000 fois? Je le ferai. Je ferai tout ce qu'il faudra, maman. Mais s'il te plaît,
Laisse-nous juste entrer pour ce soir. On trouvera un autre endroit demain. Il pleut à verse. On n'a pas d'argent. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas, Damien. Ce n'est pas mon problème. Peut-être que vous pouvez appeler Vivienne ou les amis riches de Camille. Ou peut-être que vous pouvez faire ce que j'ai dû faire quand je me suis retrouvée seule. Débrouillez-vous. Camille était toujours à genoux, sanglotant. Damien me regardait avec un mélange d'incrédulité et de rage. Je voyais qu'il ne comprenait pas comment sa mère, la femme qui avait toujours cédé, qui avait toujours pardonné, lui refusait maintenant de l'aide. « Tu sais quel est le pire ?» ai-je continué, sentant les mots sortir de moi comme un fleuve contenu depuis trop longtemps. « C'est que même maintenant, même à cet instant, vous n'êtes pas ici parce que je vous manque. Vous n'êtes pas venu pour vous excuser. Vous n'êtes pas venu parce que vous avez réalisé que vous m'aviez maltraité. Vous êtes venu parce que vous n'aviez pas d'autre choix. Je suis votre dernière ressource, votre plan Z, et je suis désolée, mais je ne suis plus disponible pour être le plan de qui que ce soit. » J'ai attrapé la poignée de la porte, prête à la fermer. Damien a fait un pas désespéré en avant. « Attends, s'il te plaît. Juste donne-moi une chance de m'expliquer. Vivienne n'est pas celle que nous pensions. Elle nous a menti. Elle nous a utilisés. Elle nous a fait travailler comme des domestiques dans sa maison. Elle nous a tout facturé. La nourriture, l'eau, l'électricité. On vivait pire que quand on était avec toi. Et quand on n'a plus pu payer, elle nous a jetés dehors comme des chiens. Elle a pris nos téléphones, nos cartes de crédit, tout. Elle nous a seulement laissé ses valises de vêtements. Maman, on a fait une terrible erreur, mais on est une famille. Tu dis toujours que la famille, c'est le plus important. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je disais ça. Mais la famille, ça va dans les deux sens, Damien. Et tu as montré que pour toi, je n'étais pas de la famille. J'étais une commodité. Et sur ce, je suis rentrée et j'ai fermé la porte. J'ai entendu Camille crier mon nom. J'ai entendu Damien frapper à la porte, mais je n'ai pas ouvert. Je suis restée de l'autre côté, le dos contre le bois, sentant mon cœur battre violemment. Des larmes coulaient sur mes joues, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de libération. Dehors, les coups ont continué pendant quelques minutes encore. Puis, j'ai entendu des voix. Madame Dubois était sortie avec son grand parapluie et leur proposait de les emmener dans un refuge voisin. Monsieur Pelletier leur a offert de l'argent pour un motel. Mes voisins, les gens que Camille avait tant méprisés, montraient no plus de compassion que moi. Mais c'était leur décision. J'avais pris la mienne. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise dans mon salon fraîchement peint, à boire du thé, en pensant à tout ce qui s'était passé. Une partie de moi se sentait coupable. Une partie de moi voulait sortir en courant et les ramener. Mais une autre partie, la plus forte, savait que j'avais fait ce qu'il fallait. Pour la première fois de ma vie, j'avais choisi ma propre dignité plutôt que les besoins de quelqu'un d'autre. Et c'était terrifiant. Mais c'était aussi bien. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt, après n'avoir dormi que quelques heures. Ma première pensée fut pour Damien et Camille. Où avaient-ils passé la nuit? Allaient-ils bien? Cette voix maternelle en moi s'inquiétait encore, ressentait encore ce pincement de culpabilité. Mais je me suis forcée à me lever, à préparer du café et à m'asseoir dans mon jardin fraîchement aménagé. Les fleurs que j'avais plantées étaient en train de s'ouvrir. Le soleil du matin faisait scintiller les feuilles mouillées par la pluie de la nuit dernière. Tout semblait propre et frais, nouveau. Madame Dubois a frappé à ma porte vers 9 heures. Elle apportait des brioches tout juste sorties du four et cette expression d'inquiétude que je connaissais si bien. « Éléonore, ça va ?» a-t-elle demandé en entrant dans la cuisine. Elle s'est arrêtée en voyant les murs peints,
Les nouveaux détails. Oh, mais elle est magnifique, ta maison. Je n'étais pas entrée depuis que tu as commencé à la retaper. Merci, Carole. Assieds-toi. Je te sers un café. Nous nous sommes assises à la petite table de la cuisine. Carole tripotait sa tasse, voulant clairement dire quelque chose, mais ne sachant pas comment commencer. Dis-le, lui ai-je finalement dit. Je sais que tu es venue pour parler d'hier soir. Elle a soupiré. Je les ai emmenés au refuge de l'église du pasteur Michel. Il leur a donné une chambre pour 3 nuits. Éléonore, ils avaient l'air anéantis. Camille n'a pas arrêté de pleurer de tout le trajet. Damien a à peine parlé. J'ai senti ce poids familier dans ma poitrine. Et tu es venu me dire que j'ai été trop dure avec eux. Non, a répondu Carole, me surprenant. Je suis venue te dire que je suis fière de toi. Ce que tu as fait hier soir a demandé un courage que peu d'entre nous ont. J'ai vu comment ils t'ont traité, Éléonore. Je les ai vus partir d'ici comme si tu étais une ordure. Et maintenant, ils se présentent en s'attendant à ce que tout aille bien. Non, ma chérie, tu as fait ce qu'il fallait. Ces mots m'ont soulagée d'un poids énorme. J'avais craint que tout le monde pense que j'étais une mère cruelle et sans cœur. Mais Carole, qui me connaissait depuis 20 ans, qui avait tout vu, me soutenait. « Mais ils vont bien ?» ai-je demandé malgré tout. « Ont-ils à manger ?» L'église leur donne des repas, et François leur a donné 200 €. Plus qu'ils ne méritent, si tu veux mon avis. Mais tu connais François, il a un cœur d'or. J'ai hoché la tête, ressentant un mélange de soulagement et d'autre chose, quelque chose que je ne pouvais pas entièrement identifier. Je ne voulais pas que Damien souffre, mais je ne voulais pas non plus le secourir. C'était comme marcher sur une corde raide émotionnelle. Les jours suivants furent étranges. Je savais que Damien et Camille étaient au refuge à seulement 4 pâtés de maison de chez moi, mais je ne suis pas allée les voir. Je n'ai pas appelé. J'ai continué ma vie. J'ai continué à travailler sur les détails de la maison. Marc est venu installer de nouvelles lampes dans le salon. L'endroit devenait de plus en plus accueillant, de plus en plus un vrai foyer. Un après-midi, en arrosant les plantes du jardin, j'ai entendu des voix dans la rue. C'était Camille. Elle parlait à quelqu'un au téléphone, criant presque « Je me fiche de ce que tu dois faire. J'ai besoin que tu m'aides. Je suis ta cousine. Tu te souviens ? Ou tu as oublié quand je t'ai prêté de l'argent pour ton entreprise ?» Il y eut une pause. Puis Camille a crié de frustration et a raccroché. Je l'ai regardée descendre la rue, les épaules voûtées, vaincue. Elle portait les mêmes vêtements qu'il y a 3 jours. Ses cheveux, qui avaient toujours été parfaitement coiffés, étaient maintenant en désordre et ternes. Je me suis cachée derrière la clôture pour qu'elle ne me voie pas, ressentant un mélange de satisfaction et de pitié. Yasmina m'a appelée ce soir-là. « Comment vas-tu ? J'ai entendu ce qui s'est passé. »« Comment l'as-tu appris ? » ?»« Éléonore, tu vis dans un quartier. Les nouvelles voyagent. Carole est amie avec ma tante. Elle m'a tout raconté. Et laisse-moi te dire quelque chose. Tu as bien fait. Je ne me sens pas bien à ce sujet. Tu n'es pas censée te sentir bien. Tu es censée te sentir forte. Il y a une différence. Le regrettes-tu ? J'ai réfléchi à sa question. Est-ce que je le regrettais ? Non, ai-je finalement répondu. Je ne le regrette pas. Bien, parce que j'ai plus d'informations sur Vivienne que je pensais que tu voudrais savoir. Je peux venir chez toi demain. Le lendemain, Yasmina est arrivée avec un autre dossier. Nous nous sommes assises dans mon salon et elle a étalé plusieurs documents sur la table basse. Vivienne a de graves problèmes financiers. Elle a des poursuites de 3 créanciers différents.
La maison qu'elle loue va être saisie le mois prochain. Son entreprise d'importation n'a jamais vraiment existé. C'était une façade pour du blanchiment d'argent. Et maintenant, les autorités enquêtent sur elle. Éléonore, cette femme, se dirige tout droit vers la prison. J'étais sans voix. Est-ce que Damien sait tout ça? Je ne pense pas. Vivienne est très douée pour maintenir les apparences. Mais il y a plus. J'ai découvert qu'elle facturait 2000 € par mois à Damien et Camille pour cette chambre. 2000 €. Et ça ne compte pas la nourriture et les autres dépenses. Elle les a pressés jusqu'à ce qu'ils soient à sec. C'est pourquoi ton fils t'a demandé les 5000 €. Il était désespéré, essayant de payer les dettes qu'il avait envers Vivienne. 2000 € par mois? Ai-je répété, incrédule. Ils auraient pu louer un appartement décent pour ce prix. Exactement. Mais Vivienne les a convaincus que vivre dans le manoir était un investissement pour leur avenir. Que les relations qu'ils se feraient en valaient la peine. Des mensonges. Il n'y avait pas de relation, pas d'opportunité. Il n'y avait que de l'exploitation. J'ai regardé les documents, ressentant un mélange d'émotions. D'une part, j'avais eu raison de refuser de donner de l'argent à Damien. Cet argent serait allé directement dans les mains de Vivienne. D'autre part, mon fils avait été victime d'une manipulatrice professionnelle. Que dois-je faire de ces informations? Ai-je demandé. Rien pour l'instant. Je voulais juste que tu connaisses toute la vérité. Damien et Camille ont pris de mauvaises décisions. Oui, mais ils ont aussi été manipulés par quelqu'un de beaucoup plus habile qu'eux. Après le départ de Yasmina, je suis restée assise à réfléchir pendant des heures. Damien n'était pas un mauvais homme. Il était faible. Il avait fait le mauvais choix. Il avait été ébloui par des promesses de richesse et de statut. Mais au fond, il était toujours mon fils, le garçon que j'avais élevé. Mais j'ai aussi compris autre chose. Le fait qu'il ait été manipulé n'effaçait pas ce qu'il m'avait fait. Cela n'effaçait pas les humiliations, l'abandon, le manque de respect. L'un n'annulait pas l'autre. Le vendredi après-midi, le pasteur Michel a frappé à ma porte. C'était un homme plus âgé, d'environ 70 ans, avec des yeux gentils mais fermes. « Éléonore, je dois vous parler de votre fils. » Je l'ai fait entrer et lui ai servi un verre d'eau fraîche. Il s'est assis sur le canapé et m'a regardé avec cette expression que les prêtres ont quand ils s'apprêtent à faire un sermon. Damien et Camille doivent quitter le refuge demain. Les 3 nuits que je leur ai données sont écoulées. Je n'ai plus de place. Je sais, pasteur. Damien m'a demandé de vous parler, d'intercéder pour lui. Il m'a raconté ce qui s'est passé, sa version du moins. Et que lui avez-vous dit? Je lui ai dit la vérité, qu'il avait commis un péché terrible en vous abandonnant, qu'il avait manqué à son devoir moral. Mais je lui ai aussi dit que tout le monde mérite une chance de rédemption. Je ne vous demande pas de les laisser revenir vivre avec vous, Éléonore. Ce serait trop. Mais peut-être pourriez-vous les aider à trouver un endroit ou leur prêter de l'argent pour qu'ils puissent repartir de zéro. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Pasteur, avec tout le respect que je vous dois, non. Il a soupiré. Je comprends votre douleur, ma fille, mais la vengeance n'est pas le chemin. Ce n'est pas de la vengeance, pasteur. C'est de la protection. Pendant 3 mois, je me suis reconstruite. Si je les laisse entrer maintenant, même un peu, je retomberai dans ce schéma de me sacrifier pour des gens qui ne me valorisent pas. Damien est un adulte. Il a 32 ans. Il a une éducation. Il peut travailler. Il peut s'en sortir. Mais pas avec mon aide. Plus maintenant. Le pasteur Michel est resté silencieux un long moment, puis a hoché la tête lentement. Vous avez raison. Que Dieu vous bénisse, Éléonore, et qu'il donne à Damien et Camille
la force d'affronter les conséquences de leurs actes. Après son départ, je me suis assise dans mon jardin et j'ai pleuré. Non pas des larmes de tristesse, mais de libération. Chaque personne qui venait en s'attendant à ce que je cède, à ce que je sois la mère sacrificielle et patiente, repartait en comprenant ma position. Je n'étais pas cruelle. J'étais forte. Cette nuit-là, seule dans ma belle maison tranquille, je savais que j'avais franchi un point de non-retour. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Damien devrait trouver son propre chemin, et je trouvais enfin le mien. Le samedi matin, je me suis réveillée avec un étrange sentiment de paix. Pour la première fois depuis des mois, j'avais dormi toute la nuit sans cauchemar, sans me réveiller en pensant à Damien. J'ai préparé un petit déjeuner tranquille, café et tartines. Et je me suis assise dans mon jardin fraîchement aménagé pour profiter du soleil matinal. Les papillons voletaient autour des nouvelles fleurs. Tout semblait parfait. Puis on a sonné à la porte. Mon cœur a fait un bond. Était-ce encore Damien? Venait-il encore mendier? J'ai pris une profonde inspiration et je suis allée ouvrir. À ma grande surprise, c'était Marc, le jeune homme du magasin de bricolage qui m'avait aidé pour les réparations. « Bonjour, Madame Éléonore. J'espère que je ne vous dérange pas si tôt. »« Pas du tout, Marc. Quelque chose ne va pas ?» Il a souri timidement. « Non, rien de mal. C'est juste que ma grand-mère a une chatte qui a eu des chatons il y a 2 mois. Ils sont prêts à être adoptés maintenant. Et j'ai pensé que peut-être vous en aimeriez un. Cette maison est si accueillante maintenant. Ce serait parfait pour un animal de compagnie. » L'idée m'a prise par surprise. Je n'avais jamais eu d'animaux de compagnie. Damien était allergique quand il était enfant, et après ça, je n'y ai tout simplement jamais pensé. Mais maintenant, en regardant ma maison rénovée, ma vie reconstruite, l'idée d'avoir un petit être vivant pour me tenir compagnie semblait merveilleuse. De quelle couleur sont-ils? Il y en a 3. Un est tout blanc, un autre a des taches orange et noires, et le dernier est gris avec des yeux verts. Ils sont très affectueux, madame, et ils sont déjà propres. J'aimerais voir le gris, ai-je dit impulsivement. 1 heure plus tard, Marc est revenu avec une boîte en carton. Quand il l'a ouverte, le plus beau chaton que j'ai jamais vu est apparu. Une fourrure grise et douce, des yeux verts brillants, petits et parfaits. Il m'a regardé avec curiosité et a miaulé doucement. « Elle est précieuse », ai-je murmuré en la prenant dans mes bras. Le chaton s'est immédiatement blotti contre ma poitrine en ronronnant. J'ai senti quelque chose fondre en moi. « Je la garde. » Marc a souri largement. « Je savais qu'elle vous plairait. Ma grand-mère dit que celle-ci était la plus affectueuse de toutes, comme si elle attendait la bonne personne. » Après le départ de Marc, je me suis assise sur le canapé avec le chaton sur mes genoux. Je la caressais doucement pendant qu'elle ronronnait. « Il te faut un nom, » lui ai-je dit. J'ai réfléchi un instant et j'ai souri. « Je vais t'appeler Lune, parce que tu es arrivée juste au moment où ma vie recommence, comme une nouvelle lune. » Les jours suivants ont été différents. Je ne me sentais plus seule dans la maison. Lune me suivait partout. Elle dormait dans mon lit, s'asseyait sur mes genoux pendant que je regardais la télévision. Madame Dubois est venue la rencontrer et en est tombée amoureuse immédiatement. « Oh, Éléonore, regarde-la, elle est magnifique. Cette maison avait besoin d'une vie comme ça, joyeuse, positive. » Elle avait raison. La maison ne ressemblait plus à l'endroit où j'avais subi des humiliations. Elle ressemblait à un vrai foyer, mon foyer. Un après-midi, en achetant de la nourriture pour Lune à l'animalerie, j'ai croisé Vivienne. Nous nous sommes littéralement heurtés en tournant au coin d'une allée. Elle portait des lunettes de soleil sombre,
mais je l'ai reconnue immédiatement. Elle avait l'air différente. Ses vêtements, bien que toujours de marque, étaient froissés. Ses cheveux n'avaient pas ce brillant parfait de salon de coiffure cher. Elle avait l'air fatiguée, vieille. « Éléonore » a-t-elle dit surprise, en levant ses lunettes de soleil. « Vivienne » ai-je répondu froidement. Il y eut un moment de silence gêné. Elle a regardé mon caddie avec la nourriture pour chat, la litière, les jouets. Puis elle m'a regardé, m'évaluant comme elle le faisait toujours. Mais cette fois, elle n'a pas trouvé la femme humble et effrayée dont elle se souvenait. « J'ai entendu parler de Damien et Camille » a-t-elle finalement dit. « Qu'ils sont venus chez vous ?»« Oui, ils sont venus. »« Et vous ne les avez pas laissés entrer ?»« Non. » Elle a laissé échapper un rire amer. « Je ne vous blâme pas. Ils étaient tous les deux des idiots. Je pensais que Damien avait plus de cran, plus d'ambition, mais il s'est avéré être aussi faible que son père l'était probablement. » La rage a explosé en moi. « N'osez pas parler de mon mari. Il valait 1000 fois plus que vous. C'était un homme honnête et travailleur, pas une menteuse qui vit sur les apparences. » Ses yeux se sont plissés. « Qu'est-ce que vous avez dit ?»« Ce que vous avez entendu. Je sais tout sur vous, Vivienne. Je sais que votre manoir est loué. Je sais que vous êtes endettée. Je sais que vous facturez 2000 € par mois à Damien et Camille pour une chambre. Je sais tout. » Son visage a pâli. Pour la première fois depuis que je la connaissais, Vivienne avait l'air petite, vulnérable. « Vous ne savez rien, » a-t-elle marmonné, mais sa voix manquait de conviction. « J'en sais assez. Je sais que vous avez utilisé mon fils. Vous l'avez pressé jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à prendre. Et maintenant que les choses se corsent pour vous, vous les avez jetés comme des ordures, tout comme ils l'ont fait avec moi. Ils ont pris leur propre décision. Oui, ils l'ont fait. Et maintenant, ils en paient les conséquences, tout comme vous paierez les vôtres. J'ai entendu dire que les autorités sont très intéressées par votre entreprise d'importation. Ou, devrais-je dire, votre entreprise inexistante. » Son visage s'est tordu de fureur. « Surveillez ce que vous dites, vieille fouine. »« Oh, vous allez me poursuivre en justice ? Allez-y. J'adorerais voir vos finances exposées au tribunal. » Je me suis penchée plus près d'elle et j'ai baissé la voix. « Vous pensiez que j'étais une femme faible et stupide, quelqu'un que vous pouviez rabaisser ? Mais vous vous trompiez. J'ai élevé mon fils seul. J'ai acheté ma maison seule. Je me suis reconstruite seule. Pendant que vous vous enfoncez dans vos mensonges et vos dettes, je suis plus forte que jamais. » Je n'ai pas attendu sa réponse. J'ai payé mes affaires et je suis sortie du magasin la tête haute. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait la chamade. Mais je me sentais puissante. J'avais dit à la femme qui avait causé tant de mal la vérité sur elle-même. Ce soir-là, Yasmina m'a appelée, excitée. « Éléonore, tu ne vas pas le croire. Vivienne a été arrêtée cet après-midi. Apparemment, l'enquête a avancé plus vite que prévu. Il l'accuse de fraude et d'évasion fiscale. Elle va passer en jugement. » Je me suis assise sur le canapé, absorbant la nouvelle. L'une a sauté sur mes genoux. « Et Damien, est-il impliqué ? » Non, il ne savait rien. Il n'était qu'une victime de sa belle-mère. Mais cela signifie que tout espoir qu'ils avaient de récupérer l'argent qu'ils ont donné à Vivienne est parti. Cet argent est perdu. Après avoir raccroché, je suis restée assise à réfléchir. Damien et Camille avaient tout perdu. Leur argent, leur fierté, leur rêve de grandeur. Et moi, la femme qu'ils avaient abandonnée, j'allais mieux que jamais. Le dimanche, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Je suis allée au parc seule.
J'ai parcouru les sentiers, regardé les familles jouer, les couples se tenir la main. Avant, ces scènes m'auraient rendue seule et triste. Mais maintenant, je me sentais libre. Je n'avais besoin de personne pour être heureuse. J'avais ma maison, mon chaton, ma paix intérieure. Sur un banc du parc, j'ai rencontré une femme nommée Hélène. Elle avait à peu près mon âge, avec des cheveux blancs parfaitement coiffés et un sourire aimable. Nous avons commencé à parler et il s'est avéré qu'elle vivait aussi seule. Elle avait également surmonté une situation familiale difficile avec ses enfants. « C'est libérateur, n'est-ce pas ?» m'a-t-elle dit. « Quand on réalise enfin qu'on n'a pas à vivre pour les autres, qu'on peut vivre pour soi-même. » « Oui, » ai-je répondu en souriant. « Très libérateur. » Nous avons échangé nos numéros et convenu de nous retrouver la semaine suivante pour un café. J'avais une nouvelle amie, une nouvelle connexion. Ma vie se remplissait de bonnes choses, de bonnes personnes. Sans Damien, sans Camille, sans personnes toxiques qui ne faisaient que me tirer vers le bas. Quand je suis rentrée, chez moi cet après-midi-là, je me suis assise dans mon jardin avec Lune sur mes genoux et j'ai regardé ma maison. Les murs fraîchement peints brillaient sous le soleil de l'après-midi. Les fleurs que j'avais plantées étaient en pleine floraison. Tout était parfait. Tout était à moi. Et pour la première fois de ma vie, je me sentais complètement satisfaite de qui j'étais et où j'étais. Je n'avais pas besoin de l'approbation de mon fils. Je n'avais pas besoin d'être la mère sacrificielle et patiente. Je pouvais simplement être Éléonore, une femme de 64 ans, qui avait survécu à la tempête et en était sortie plus forte de l'autre côté. Mon téléphone a vibré. C'était un numéro inconnu. Je l'ai ignoré. Si c'était Damien, je n'avais plus rien à dire. Si c'était quelqu'un d'autre, il pouvait laisser un message. Pour l'instant, je voulais juste profiter de ce moment de tranquillité parfaite. Lune a ronronné plus fort, comme si elle comprenait exactement ce que je ressentais. Je l'ai caressée doucement et j'ai fermé les yeux, laissant le soleil réchauffer mon visage. C'était ma vie maintenant, et elle était belle. Les semaines ont continué à passer, et ma vie a continué à s'épanouir de manière que je n'aurais jamais imaginée. Hélène est devenue une amie proche. Nous nous voyions 2 fois par semaine pour marcher dans le parc ou prendre un café. Elle m'a présenté à son groupe d'amis, toutes des femmes de notre âge, qui se retrouvaient le jeudi pour des cours de danse. Au début, j'étais gênée, mais elles m'ont convaincue d'essayer. Le premier cours de danse a été un désastre. J'ai marché sur les pieds de mon partenaire 3 fois et je me suis embrouillée dans tous les pas. Mais les femmes ont ri avec moi, pas de moi. Et au 3e cours, je suivais le rythme. Il y avait quelque chose de libérateur à bouger mon corps au son de la musique, à se laisser aller sans penser à rien d'autre. Pendant cette heure de danse, je n'étais pas la mère abandonnée. Je n'étais pas la femme humiliée. J'étais simplement Éléonore en train de danser. Un après-midi après le cours, Hélène et moi sommes allés prendre un café. Elle m'a regardée avec cette expression que je connaissais déjà, celle qui signifiait qu'elle voulait dire quelque chose d'important. « Éléonore, tu as l'air différente, pas seulement physiquement. Bien que tu aies perdu du poids et que tu aies l'air radieuse, c'est quelque chose dans tes yeux, dans ta façon de marcher. Tu renais. » Ces mots m'ont rempli d'émotion. Je me sens renaître. C'est étrange. Je pensais que l'abandon de Damien me détruirait. Mais en fait, il m'a libérée. Parfois, les gens doivent quitter nos vies pour que nous puissions découvrir qui nous sommes vraiment sans eux, a-t-elle dit sagement. Pendant ce temps, j'avais entendu des choses sur Damien et Camille par les commérages du quartier. Après avoir quitté le refuge de l'église, ils avaient trouvé une chambre minuscule
dans une pension du côté le plus pauvre de la ville. Damien avait trouvé du travail comme livreur à vélo, quelque chose qu'il n'aurait jamais envisagé auparavant. Camille travaillait à nettoyer des maisons. La même femme qui avait rejeté ma nourriture pour être trop populaire frottait maintenant les sols des autres pour survivre. Monsieur Pelletier m'a dit qu'il les avait vus un après-midi. Ils avaient l'air épuisés, Éléonore. Vaincus, Damien m'a vu et a baissé les yeux. Il n'a même pas dit bonjour. La honte se lisait sur son visage. Je n'ai pas ressenti de satisfaction en entendant cela, mais je n'ai pas non plus ressenti de pitié. J'ai juste ressenti une sorte de neutralité tranquille. Ils vivaient les conséquences de leur choix, tout comme je vivais les conséquences des miens. Un jour d'octobre, alors que j'arrosais mes plantes, j'ai vu quelqu'un s'approcher de ma maison. C'était Camille, seule. Elle était méconnaissable. Ses cheveux étaient attachés en une simple queue de cheval, sans maquillage. Elle portait un vieux jean et un t-shirt usé, mais le plus frappant était son expression. Il n'y avait aucune trace de l'arrogance qu'elle portait autrefois comme une couronne. Il n'y avait que de la lassitude et de l'humilité. Elle s'est arrêtée devant ma clôture. « Éléonore, on peut parler ?» J'ai posé le tuyau d'arrosage et je l'ai regardée. « Est-ce que Damien sait que tu es là ?»« Non, il ne veut pas venir. Il dit qu'il est trop fier pour mendier à nouveau. Mais moi, j'ai besoin de te parler. » J'ai envisagé de lui dire de partir, mais quelque chose dans sa posture, dans cette humilité sincère que je n'avais jamais vue en elle, m'a fait hésiter. 5 minutes, ici dehors. Elle a hoché la tête avec reconnaissance. Elle est restée de l'autre côté de la clôture, comme si elle respectait une frontière invisible. Je veux m'excuser. Je sais que ça ne veut rien dire venant de moi. Je sais que j'ai été horrible avec toi. Mais j'ai besoin que tu l'entendes quand même. D'accord, j'écoute. J'ai grandi avec ma mère qui me disait que l'argent était la chose la plus importante, que les apparences étaient tout, que les gens sans argent étaient inférieurs. Et je l'ai cru. J'ai épousé Damien parce que j'ai vu du potentiel en lui, mais aussi parce que je pensais pouvoir le modeler, le transformer en l'homme riche et prospère que ma mère voulait. Quand nous vivions avec toi, chaque jour me rappelait ce que je ne voulais pas être. Pauvre, simple, ordinaire. Alors, je t'ai attaqué. Je t'ai fait te sentir petite pour que je puisse me sentir grande. Elle a fait une pause, essuyant les larmes qui commençaient à couler. Mais ma mère nous a utilisés, tout comme je t'ai utilisé. Elle nous a pressés à sec. Et quand nous n'étions plus utiles, elle nous a jetés. Et c'est là que j'ai compris. J'ai compris ce que je t'ai fait, la douleur que j'ai causée. Maintenant, c'est moi qui nettoie les maisons des autres. C'est moi qui porte des vêtements d'occasion. C'est moi qui n'ai nulle part où aller. Et que veux-tu que je fasse de ça ? Ai-je demandé sans émotion. Rien. Je ne veux rien. Je voulais juste que tu saches que je suis désolée, que je comprends que tu ne me pardonneras jamais, et c'est normal. Je ne mérite pas ton pardon. Je voulais juste que tu saches que j'ai réalisé à quel point j'ai été horrible. Je l'ai regardé un long moment. Ses excuses étaient différentes de celles qu'elle avait données sous la pluie un mois auparavant. Celle-là avait été désespérée, manipulatrice. Celle-ci était sincère, douloureuse, réelle. « Je te crois », ai-je finalement dit. « Je crois que tu le penses. Mais tu as raison sur une chose. Je ne vais pas te pardonner. Du moins, pas maintenant. Peut-être jamais. Parce que le pardon n'est pas quelque chose qui se donne simplement parce que quelqu'un s'excuse. C'est quelque chose qui se gagne avec le temps et les actions. Et franchement, Camille, je n'ai aucun intérêt à te donner ce temps. » Elle a hoché la tête,
acceptant mes mots. Je comprends. Merci de m'avoir écouté. Elle s'est retournée pour partir, mais s'est arrêtée. Ta maison est magnifique, au fait. Elle a toujours été magnifique. J'étais juste trop aveugle pour le voir. Je l'ai regardée s'éloigner dans la rue, les épaules voûtées, mais avec quelque chose qui ressemblait à de la paix dans sa démarche. Je n'ai pas ressenti de victoire. Je n'ai rien ressenti de particulier, juste une fermeture tranquille d'un chapitre. Ce soir-là, Yasmina est venue me rendre visite avec des nouvelles. Le procès de Vivienne est prévu pour le mois prochain. Mon contact au bureau du procureur dit que les preuves sont solides. Elle passera probablement plusieurs années en prison. Pauvre Damien, ai-je dit automatiquement. Puis je me suis surprise de mes propres mots. Yasmina m'a regardée curieusement. Tu t'inquiètes encore pour lui? C'est mon fils. Une partie de moi s'inquiétera toujours. Mais ça ne veut pas dire que je vais le secourir. On peut être deux choses à la fois. Tu es plus forte que tu ne le penses, Éléonore. Les jours de novembre ont apporté un air frais et renouvelant. Ma routine était devenue agréable. Je me levais tôt, je faisais du café, je jouais avec Lune, je m'occupais de mon jardin. Le jeudi, j'allais danser. Le dimanche, au parc avec Hélène. Ma maison était toujours propre et accueillante. J'avais acheté de nouveaux tableaux pour les murs, des plantes pour chaque coin. Tout semblait vivant et plein de lumière. Un matin, M. Pelletier a frappé à ma porte. « Éléonore, j'ai besoin de te demander une faveur. Mon neveu, Christian Denis, vient de s'installer en ville. Il cherche du travail comme comptable. Pourrais-tu lui donner quelques conseils? Tu as travaillé dans un cabinet comptable pendant des années. » Bien sûr, avec plaisir. Christian s'est avéré être un homme sympathique d'une 50aine d'années, divorcé, avec un sourire timide mais sincère. Nous avons parlé pendant des heures du monde de la comptabilité, des cabinets qui pourraient t'embaucher. Quand il est parti, il m'a remercié profusément. Vous êtes très gentille, Madame Éléonore. Peu de gens prennent le temps d'aider des étrangers. Après son départ, j'ai réalisé quelque chose. Je rencontrais de nouvelles personnes, je créais de vraies connexions. Mon monde s'élargissait de manière belle et naturelle. Je n'étais plus piégée dans cette bulle toxique de plaire à Damien et de supporter Camille. Novembre s'est transformé en décembre. Les rues se sont remplies de décorations de Noël. Normalement, cette période de l'année me rendait triste, car je me souvenais de Noël avec Damien enfant. Mais cette année, je me sentais différente. Hélène m'a invitée à un dîner de fête avec son groupe d'amis. J'ai accepté avec joie. Le soir du dîner, en me préparant devant le miroir, je me suis vraiment vue pour la première fois depuis des mois. Mon visage semblait plus plein de vie. Mes yeux brillaient. J'avais retrouvé quelque chose que j'avais perdu il y a des années. Ma joie. Pas la joie qui vient de rendre les autres heureux, mais la joie sincère qui vient d'être en paix avec soi-même. Lune a miaulé depuis le lit, comme pour approuver mon apparence. J'ai ri et je l'ai caressée. « Tu trouves que je suis belle ?» Elle a ronronné, ce que j'ai interprété comme un oui. Le dîner a été merveilleux. Nous étions 8 femmes, toutes avec des histoires similaires, de perte et de renaissance. Nous avons ri, mangé et porté un toast aux secondes chances. Pour la première fois depuis des années, je me sentais faire partie de quelque chose, d'une communauté, d'une famille choisie. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai trouvé quelque chose sur ma porte, une enveloppe. Je l'ai ouverte avec curiosité. À l'intérieur, il y avait une lettre manuscrite. « Maman, je sais que tu ne veux pas me parler. Je comprends. Mais je voulais que tu saches que j'ai trouvé un meilleur travail. Je ne livre plus de nourriture.
Je travaille à nouveau dans un bureau d'études. Je ne gagne pas beaucoup, mais c'est un début. Camille et moi avons emménagé dans un petit appartement décent. Nous apprenons à vivre avec moins, à apprécier ce que nous avons. Je sais que je t'ai manqué de manière impardonnable. Je veux juste que tu saches que chaque jour, je pense à toi et à tout ce que tu as fait pour moi. Un jour, si tu m'en donnes la chance, je te prouverai que je peux être le fils que tu méritais depuis le début. Damien. J'ai lu la lettre 2 fois. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Ce n'était pas du pardon, pas encore. Mais c'était peut-être le début de quelque chose. La reconnaissance que Damien changeait, grandissait, apprenait. J'ai plié la lettre et je l'ai rangée dans un tiroir. Je n'allais pas répondre, pas encore. Mais je n'allais pas non plus la jeter. Le temps dirait quoi en faire. Janvier est arrivé avec un froid inhabituel. J'avais terminé l'année entourée de mes nouvelles amies, célébrant chez Hélène avec un dîner simple mais joyeux. Pour la première fois depuis des décennies, je n'ai pas passé le nouvel an à penser à ce qui me manquait, mais à remercier Dieu pour tout ce que j'avais gagné. Un matin de mi-janvier, alors que je prenais mon café dans mon jardin, emmitouflé dans un gros pull, j'ai vu une voiture s'arrêter devant ma maison. C'était une vieille voiture cabossée. Damien est sorti du siège conducteur. Camille est sortie de l'autre côté. Tous deux semblaient différents de la dernière fois, plus minces, plus sérieux. Mais il y avait quelque chose sur leur visage que je n'avais pas vu auparavant, de la détermination. Damien portait une boîte dans ses mains. Ils se sont approchés de ma clôture et sont restés là, à attendre. Ils n'ont pas sonné, ils n'ont pas crié. Ils ont juste attendu que je décide si je voulais leur parler. Je les ai regardés un long moment. L'une était sur mes genoux, ronronnant. Mon café était chaud. Mon jardin était magnifique. J'avais tout ce dont j'avais besoin. Je pouvais simplement les ignorer et rentrer. Mais quelque chose dans leur façon de se tenir là, respectueux, patient, m'a fait me lever. J'ai marché vers la clôture, mais je ne l'ai pas ouverte. Que voulez-vous? Damien a soulevé la boîte. On a apporté ça. Ce sont tous les documents de la maison, les titres de propriété, les reçus. Tout est à ton nom. Mais on veut que tu saches qu'on n'essaierait jamais, jamais de te prendre ta maison. J'ai parlé à un avocat et j'ai signé ça. Il a sorti un papier. C'est une renonciation légale à tout droit sur la propriété. Même si techniquement je n'avais aucun droit, je voulais que ce soit par écrit, pour que tu n'aies jamais à t'inquiéter. J'ai pris le papier et je l'ai lu. C'était exactement ce qu'il avait dit. Une déclaration légale signée et notariée. Damien renonçait à toute prétention sur ma maison, maintenant et à l'avenir. Pourquoi? Ai-je demandé. Parce que tu as tout sacrifié pour moi pendant 30 ans. Tu as acheté cette maison pour me donner un foyer. Tu t'es tué au travail pour me donner une éducation. Et je t'ai remercié en te crachant au visage. Le moins que je puisse faire, c'est de m'assurer que personne ne pourra jamais te prendre la seule chose que tu as. Camille s'est avancée. Éléonore, je veux aussi que tu saches quelque chose. J'ai trouvé un travail stable de nettoyage de bureau. Ça ne paie pas beaucoup, mais c'est honnête. Et chaque jour, quand je nettoie les sols, je pense à toi. À la façon dont tu nettoyais ta maison avec tant de soin pendant que je m'en moquais. À la façon dont tu cuisinais de la nourriture délicieuse pendant que je la rejetais. J'ai appris que le travail honnête a une dignité, quelque chose que ma mère ne m'a jamais appris. Ma mère va en prison, a continué Damien. 5 ans. Le juge a dit. Une partie de moi se sent soulagée. Elle ne peut plus manipuler personne d'autre. Camille et moi sommes en thérapie. On essaie de comprendre pourquoi on a pris les décisions qu'on a prises, pourquoi on a été si cruel avec toi. Je les ai regardés tous les deux.
Il y avait quelque chose de sincère dans leurs paroles, quelque chose qui n'était pas là avant. Je suis contente que vous travailliez sur vous-même, vraiment. Mais ça ne change pas ce qui s'est passé. On le sait, a dit Damien. On n'est pas là pour demander pardon. On ne mérite pas ton pardon. On voulait juste que tu saches qu'on change, qu'on a appris, et que si un jour, peut-être dans des années, tu décides de nous donner une autre chance, on sera prêt. Mais si tu ne le fais jamais, on comprendra ça aussi. J'ai pris la boîte de documents. Autre chose? Camille a sorti une enveloppe de son sac. C'est pour toi. C'est 500 €. Je sais que ce n'est pas beaucoup comparé à tout ce que tu nous as donné, mais c'est ce qu'on a pu économiser ces derniers mois. Et chaque mois, on va t'en donner plus, jusqu'à ce qu'on ait remboursé tout ce qu'on te doit. Chaque centime que tu as dépensé pour notre mariage, notre nourriture, tout. Je ne veux pas de votre argent, ai-je dit automatiquement. S'il te plaît, accepte-le, a insisté Damien. Pas pour nous, mais pour toi, parce que tu mérites de récupérer ce que tu as investi en nous, parce que tu n'aurais jamais dû payer pour tout ça. J'ai fixé l'enveloppe. 500 €, une petite somme, mais pour eux, dans leur situation actuelle, cela avait sûrement nécessité des mois d'économie et de sacrifices. D'accord, ai-je finalement dit en prenant l'enveloppe. Je l'accepte. Mais que ce soit clair. Cela ne signifie pas que les choses vont bien entre nous. Cela ne signifie pas que je vous ai pardonné. On sait, ont-ils dit tous les deux à l'unisson. Vous avez un long chemin à parcourir si vous voulez vraiment prouver que vous avez changé. Pas avec des mots, avec des actions. Pendant des années. Damien a hoché la tête. Et pour la première fois, j'ai vu des larmes dans ses yeux. Je vais passer le reste de ma vie à essayer d'être le fils que tu méritais, maman. Même si tu ne me pardonnes jamais, même si tu ne veux plus jamais me voir, je vais essayer quand même. Ils se sont retournés pour partir. Je les ai regardés marcher jusqu'à leur voiture cabossée, monter dedans et s'éloigner. Cette fois, je n'ai pas ressenti de satisfaction ni de douleur, juste une sorte de clôture. Tranquille. Ils étaient venus avec humilité, avaient reconnu leurs erreurs et pris leurs responsabilités. Est-ce que cela signifiait que tout était pardonné? Non. Le pardon ne fonctionne pas comme ça. Il n'arrive pas dans un moment dramatique, avec de jolis mots. Il arrive lentement, avec le temps, avec des actions constantes qui démontrent un réel changement. Cet après-midi-là, Yasmina est venue me rendre visite. Je lui ai raconté la visite de Damien et Camille. Elle a examiné les documents légaux et a hoché la tête en signe d'approbation. « C'est solide! Ta maison est complètement protégée. Et le fait qu'il ait fait ça sans que tu le demandes dit quelque chose, Éléonore. » Qu'est-ce que ça dit? Que peut-être, juste peut-être, il commence à vraiment comprendre ce qu'il a fait. Les mois ont continué à passer. Chaque 30 jours, comme une horloge, une enveloppe apparaissait dans ma boîte aux lettres avec de l'argent et une courte note de Damien. Je pense à toi, maman. J'espère que tu vas bien. L'une doit être grande maintenant. Il ne demandait jamais rien. Il n'attendait jamais de réponse. Il tenait juste sa promesse de payer ce qu'il devait. Je gardais les enveloppes dans un tiroir. Je ne dépensais pas l'argent. Je ne savais pas encore quoi en faire, mais je reconnaissais l'effort. En mars, Christian, le neveu de M. Pelletier, m'a invité à dîner. Il avait décroché un excellent travail grâce au contact que je lui avais donné. Il voulait me remercier. J'ai accepté, pensant que ce serait un dîner rapide et courtois, mais il s'est avéré être l'une des soirées les plus agréables que j'ai eues depuis des années. Christian était intelligent, drôle et respectueux. Il m'a fait rire comme je n'avais pas ri depuis longtemps. Quand il m'a déposé chez moi, il a dit « J'aimerais te revoir, Éléonore, si tu le souhaites. » Bien sûr, me suis-je surprise à dire. Oui, ce n'était pas de la romance, pas encore. Peut-être que ça ne le serait jamais,
Mais c'était de la compagnie. C'était de la connexion. C'était la possibilité de quelque chose de nouveau. Et c'était suffisant. Avril est arrivé avec des fleurs partout dans le jardin et un sentiment total de renouveau. 8 mois s'étaient écoulés depuis ce jour pluvieux où Damien et Camille étaient apparus à ma porte avec leurs valises et où je les avais renvoyés. 8 mois au cours desquels j'avais reconstruit ma vie pièce par pièce, la transformant en quelque chose de mieux qu'elle n'avait jamais été. Un après-midi, alors que j'arrosais les plantes avec l'une qui me suivait parmi les fleurs, j'ai entendu des voix familières dans la rue. C'était Damien. Il parlait à Madame Dubois, l'aidant à porter ses courses jusqu'à sa maison. Je l'ai observé depuis mon jardin sans qu'il me voie. Il avait l'air différent, plus mince, mais plus fort. Il y avait quelque chose dans sa posture, dans la façon dont il souriait sincèrement en parlant à la voisine, qui m'a fait réaliser que le changement était réel. Quand il a fini d'aider Carole, il m'a vu. Il s'est figé une seconde, puis a levé la main dans un salut timide. J'ai hoché la tête. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était plus que ce que je lui avais donné depuis des mois. J'ai vu son visage s'illuminer d'espoir avant qu'il ne poursuive son chemin. Ce soir-là, Christian est venu dîner. Nous nous voyons régulièrement depuis 2 mois. Rien de sérieux, juste des dîners, des promenades dans le parc, de longues conversations sur la vie. Il n'a jamais fait pression pour plus, n'a jamais rien exigé. Il était simplement là, une bonne compagnie. « Ton jardin est magnifique », a-t-il commenté alors que nous dînions sur la terrasse. C'est comme s'il avait explosé de vie. C'est comme ça que je me sens, ai-je répondu en souriant. Comme si j'avais explosé de vie après des années de sommeil. Il a pris ma main sur la table. Je suis content d'avoir rencontré cette Éléonore, la femme forte qui vit pour elle-même. Après le départ de Christian, je me suis assise dans mon salon avec l'une sur mes genoux, pensant à tout ce qui avait changé. Cette maison que Camille avait tant méprisée était maintenant un beau refuge. Les murs que j'avais peints de mes propres mains brillaient sous la lumière chaude des nouvelles lampes. Les meubles qu'elle avait traités de camelote étaient maintenant propres et bien rangés, pleins de caractère et de souvenirs. Chaque coin racontait l'histoire de ma renaissance. L'enveloppe mensuelle de Damien est arrivée comme d'habitude, mais cette fois, il y avait autre chose à l'intérieur en plus de l'argent. Une photo. C'était de lui et de Camille dans ce qui ressemblait à un parc. Tous deux souriant sincèrement, vêtus de vêtements simples mais propres. Derrière la photo, il y avait une note. Nous nous sommes inscrits à des cours de cuisine communautaire. Camille a appris à faire un gratin. Ce n'est pas aussi bon que le tien, mais elle essaie. J'essaie aussi, maman, chaque jour. J'ai rangé la photo avec les autres lettres. Le tiroir était plein maintenant de 8 mois d'enveloppes, d'excuses silencieuses et d'efforts constants. Peut-être qu'il était temps de reconnaître cet effort. En mai, Hélène a organisé une réunion du groupe de danse chez moi. C'était la première fois que j'ouvrais ma maison pour une célébration depuis le départ de Damien. Les femmes sont arrivées avec de la nourriture, des rires et de la musique. Mon salon s'est rempli de vie et de joie. Nous avons dansé, mangé et raconté des histoires. Madame Dubois a apporté de vieilles photos du quartier et nous avons passé des heures à nous remémorer. « Regardez, Éléonore », a dit Hélène en levant son verre. Il y a 1 an, c'était une femme brisée. Aujourd'hui, c'est une femme qui brille. Aux secondes chances. Aux secondes chances, avons-nous toutes répété. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti, je me suis assise dans mon jardin sous les étoiles. L'une dormait sur mes genoux. La brise chaude portait le parfum des fleurs. Tout était paisible. Puis, j'ai entendu le portail.
C'était Damien, seul, sans Camille. Il a marché jusqu'à la clôture et s'est arrêté. « Désolée de venir si tard, maman. J'ai vu que les lumières étaient encore allumées. Je peux te parler un instant ?» Je l'ai regardé un long moment. Puis, pour la première fois en 8 mois, j'ai ouvert le portail. « Entre. » Mais juste pour un instant. Il est entré prudemment, comme s'il avait peur que je change d'avis. Il s'est assis sur le banc du jardin, gardant une distance respectueuse. Lune l'a regardé avec curiosité. « C'est nouveau ?» a-t-il demandé en montrant le chat. « Elle s'appelle Lune. Je l'ai adoptée il y a des mois. » « Elle est jolie. » Il y eut un silence. Puis Damien a pris une profonde inspiration. « Maman, je ne suis pas venue pour demander quoi que ce soit. Je suis juste venue te dire que je t'ai vue avec cet homme, Christian. Tu avais l'air heureuse, et ça me rend heureux aussi. Tu mérites d'être heureuse. Tu mérites d'avoir de bonnes personnes dans ta vie. Où veux-tu en venir, Damien ? Nulle part. Je veux juste que tu saches que je n'attends plus que tu me pardonnes. Je n'attends plus que les choses redeviennent comme avant. J'espère juste qu'un jour, quand tu me verras dans la rue, tu ne ressentiras pas de douleur. Que tu me regarderas et que tu ne ressentiras rien, de l'indifférence, parce que même ça, ce serait mieux que ce que je mérite. » Ces mots m'ont surprise. Il n'y avait aucune supplication en eux. Il n'y avait aucune manipulation, juste une acceptation honnête des conséquences. « Damien, » ai-je dit lentement, « je ne ressens pas d'indifférence quand je te vois. Je ressens encore de la douleur. Mais je vois aussi ton effort. Je vois que tu as changé. Je ne sais pas si nous pourrons un jour avoir à nouveau une relation, mais je reconnais que tu essaies. » J'ai vu des larmes couler sur ses joues. C'est plus que ce que j'espérais entendre. « Merci, maman. » Il s'est levé pour partir, mais je l'ai arrêté. « Damien, venez dîner dimanche prochain, toi et Camille. Je ne promets pas que tout ira bien, mais c'est un début. » Son visage s'est illuminé d'un espoir prudent. « Vraiment ? Vraiment ? 14 heures. Ne soyez pas en retard. » Après son départ, je suis restée dans le jardin, ressentant un mélange d'émotions. Je ne leur avais pas complètement pardonné. Peut-être que je ne le ferai jamais. Mais j'étais prête à leur donner une opportunité de démontrer que le changement était réel et permanent. Le dimanche est arrivé. Damien et Camille se sont présentés exactement à 14 heures, apportant des fleurs pour le jardin et une photo encadrée de moi qu'ils avaient fait restaurer. Elle datait de quand Damien était petit, nous deux souriant dans ce même jardin. Le dîner a été maladroit au début, des conversations forcées, de longs silences, mais petit à petit, nous avons commencé à parler pour de vrai. Damien m'a parlé de son travail, de la façon dont il reconstruisait sa carrière. Camille m'a parlé de la thérapie, de la façon dont elle apprenait à valoriser les choses simples. Ce n'était pas magique. Il n'y a pas eu d'étreinte ni de pleurs dramatiques, mais c'était un début. Un petit premier pas vers quelque chose qui, peut-être avec des années de travail et d'honnêteté, pourrait devenir une nouvelle relation. Quand ils sont partis cet après-midi-là, je suis restée sur le pas de ma porte, les regardant monter dans leur vieille voiture. Madame Dubois s'est approchée depuis son jardin. « Tu leur as pardonné ?» a-t-elle demandé. « Non, » ai-je répondu honnêtement. Mais je leur donne l'opportunité de mériter ce pardon. S'ils le veulent vraiment, ils devront travailler pour ça pendant longtemps. Ce soir-là, assise dans mon salon avec Lune ronronnant sur mes genoux, j'ai réfléchi à ma vie. J'étais passée d'une femme brisée et humiliée à une femme forte et complète. J'avais ma belle maison, mes merveilleux amis, la possibilité d'un nouvel amour avec Christian. Et maintenant, peut-être, la possibilité d'une relation reconstruite avec mon fils. Le passé n'avait plus de pouvoir sur moi. Les mots cruels de Camille, l'abandon de Damien, la manipulation de Vivienne,
Tout cela était de l'histoire. J'avais survécu à la tempête et j'étais sortie de l'autre côté plus forte, plus sage et plus entière. Mon téléphone a vibré. C'était un texto de Damien. Merci pour aujourd'hui, maman. C'était plus que ce que nous méritions. On t'aime. J'ai souri et j'ai rangé le téléphone. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Mais peut-être demain. Ou la semaine prochaine. Parce que maintenant, c'était moi qui contrôlais. Je décidais des termes. Je choisissais ma propre paix. L'une a étiré ses pattes et a bâillé. Je l'ai caressée doucement en regardant par la fenêtre mon jardin éclairé par la lune. Chaque fleur que j'avais plantée était un symbole de ma renaissance. Chaque mur que j'avais peint était une déclaration de mon indépendance. Cette maison n'était plus un lieu de douleur. C'était mon sanctuaire, ma victoire, mon foyer. Et moi, Éléonore Thorne, à 64 ans, je vivais enfin vraiment. Pas pour les autres, pas par obligation, mais pour moi-même, pour mon bonheur, pour ma paix. Le passé avait perdu son pouvoir, et l'avenir brillait de possibilités infinies.